Bonjour, c'est une nouvelle émission que nous inaugurons aujourd'hui. Et une émission qui fait très plaisir à Mediapart parce que en fait c'est une émission en partenariat entre l'Association des économistes atterrés et Mediapart. Et l'émission, on l'a conçue pour une raison assez simple, c'est que je pense que nous avons en partage des idées assez fortes sur ce que doit être le débat économique, sur à la fois la détestation de tous les systèmes qui poussent à la pensée unique et puis la conviction que l'économie n'est pas une science exacte, que c'est une branche des sciences sociales et que sa richesse dépend beaucoup de la diversité, du pluralisme de ses approches. Alors voilà, donc l'émission, son ambition, c'est de faire vivre le pluralisme et de montrer toutes les voies de recherche, toutes les alternatives possibles. Alors, il y a donc deux économistes atterrés avec moi pour cette émission. Et le thème que nous avons choisi pour cette première, c'est évidemment l'actualité qu'il a imposée, c'est la réforme du marché du travail. Alors, pour en débattre avec moi, donc deux atterrés, Anne Edoux. Bonjour Anne. Bonjour. Qui est maître de conférence à l'Université de Rennes 2 et chercheuse au Centre d'études de l'emploi, un centre qui est menacé par le gouvernement. Et puis Anne Frottel. Bonjour Anne, qui est maître de conférence à l'Université de Lille 1 et chercheuse associée à l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale. Alors, pour préparer ce débat, vous avez fait une note désatterrée, qui prend totalement à rebours, la pensée mainstream. La pensée mainstream, on la vit en ce moment, avec notamment la publication du rapport Badinter, c'est si la France a un chômage à ce point élevé, c'est que la France est en retard dans ses réformes du marché du travail. Et dans votre note, vous allez totalement à rebours, en disant, mais pas du tout, pendant 30 ans, la France a connu des réformes du marché du travail. Ce qu'on dit dans le débat public est faux, la France n'est pas en retard, et même vous allez plus loin, vous dites, je résume le cœur de la démonstration, c'est que ces réformes n'ont pas abouti. Alors Anne Edoux, ma première question, c'est la suivante, comment est-ce que vous vivez le débat public? Cette espèce d'hystérie collective, la France est en retard. Alors, je ne sais pas si je parlerai d'hystérie collective, mais disons que ça de fait pensée unique, de pensée unique alors. Oui, alors ça fait longtemps qu'on dit que la France est impossible à réformer. Disons à chaque réforme, et des réformes néolibérales, on en connaît depuis 30 ans, avec toujours l'argument que la France est impossible à réformer. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, dans Le Monde, un article disant ce que nous n'avons pas fait contre le chômage, et qui résumait précisément ce qu'on fait depuis 30 ans. Donc, on a toujours l'impression que on n'a rien fait, qu'il faut aller plus loin, et c'est toujours les mêmes réformes qui sont proposées. Et c'est encore ça aujourd'hui avec le rapport Badinter, c'est-à-dire l'idée qu'il faut aller encore plus loin dans la réforme du Code du travail qui lui-même a été réformé de multiples fois ces dernières années. Ce que je trouve intéressant dans votre rapport, c'est que vous démontrez le fait qu'on a tout essayé dans le courant néolibéral, c'est-à-dire qu'on a une cascade, et que du coup l'examen de ces réformes, de leur effet, montre le fait que ça a échoué. Et ce que je trouvais important dans le débat public, c'est que ce qu'on n'entend pas souvent, c'est que vous n'êtes pas seulement les atterrés à le dire. J'ai aussi entendu une émission de France Culture où il y a quelqu'un d'un bord totalement différent, qui est Jean Tirole, le prix d'économie de la Banque de Suez, qui disait sur France Culture, il n'y a aucune étude ne prouve en France qu'il y a une corrélation entre le niveau du chômage et le niveau de protection de l'emploi. Donc il y a aussi des gens dans le courant néolibéral qui contestent un peu la doxa dominante. Oui, en effet, et on le rappelle dans la note, des institutions très libérales comme l'OCDE qui, dans les années 90, prônait une libéralisation de la législation de protection de l'emploi, 10 ans plus tard, reviennent sur ces éléments de doctrine en indiquant que, y compris dans les pays où il y a eu un allègement de la législation protectrice de l'emploi, on ne peut pas dire si ça a eu un effet sur le chômage. Et donc il y a un consensus au sein des économistes, y compris libéraux, pour interroger fortement cette corrélation supposée entre de la législation protectrice de l'emploi et un possible résultat en matière de chômage. Ouais. Parce qu'on vit, juste avant de rentrer ensuite dans le détail des réformes que vous étudiez, celles de ces 30 dernières années, je vais toujours en rester à ce constat général sur le débat public actuel. Il y a un Laurent Wauquiez qui dit que le Code du travail détruit des emplois en France, détruit des emplois. Et en fait, cette thématique-là est aussi la thématique du Premier ministre. Manuel Valls dit des choses assez proches
hein. Et ça vous choque qu'il Oui. n'y ait pas une parole publique parfois qui contredit ce constat-là? Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas une parole publique qui contredit ce constat-là, mais effectivement, c'est quelque chose de très fort que de dire que le Code du travail détruit des emplois, d'autant plus que ceux qui le disent considèrent qu'il doit être plus flexible, qu'on doit laisser davantage de place à la négociation, alors que depuis des années, on a un Code du travail qui s'est complexifié, mais justement pour apporter de la flexibilité au contrat de travail, pour mettre en place des contrats de travail, des conditions qui permettent de multiplier les contrats atypiques, et puis pour faciliter les licenciements. Donc aujourd'hui, effectivement, on a vu se développer à bas bruit les contrats atypiques. Alors, ils concernent encore qu'une minorité des emplois, mais pour certaines catégories comme les jeunes, la majorité des emplois sont atypiques. Parce que c'est ça. Donc vous passez en revue les 30 dernières années en disant qu'il y a eu une cascade, vous parlez d'une sorte de millefeuille, quoi. Il y a eu tellement de réformes, et vous distinguez 3 grands domaines sur lesquels vous donnez un regard en arrière. La flexibilisation du Code du travail, avec notamment ces nouveaux emplois. L'activation des politiques de l'emploi, peut-être juste une définition pour que... Alors, l'activation des politiques de l'emploi, elle a eu plusieurs... On va y venir, juste oui. C'est quoi l'activation? La définition de l'activation, c'est chercher à remettre en emploi les chômeurs et les allocataires de minima sociaux. C'est une politique qui aide d'abord ceux qui ont du travail plutôt que ceux qui n'en ont pas. Qui vise à faire en sorte que tout le monde soit en emploi. D'accord. Donc les chômeurs, les allocataires de minima sociaux, les femmes, les jeunes, les vieux, tout le monde. D'accord. Voilà. Donc 1, flexibilisation, 2, activation des politiques, 3, la baisse des cotisations. Donc vous faites une sorte de zoom d'audit. Alors arrêtons-nous sur le premier point de votre démonstration, la flexibilisation. Ça n'a pas créé plus d'emplois. C'est ça que vous dites. Quand on regarde en arrière sur 30 ans... Alors, ça n'a pas créé plus d'emplois. D'abord, comme l'ont montré les études de l'OCDE, on n'a pas réussi à faire une corrélation entre l'assouplissement de la législation et le taux de chômage ou les créations d'emplois. Donc, on ne peut pas dire que ça a créé des emplois. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça a précarisé l'emploi. Parce qu'effectivement, plus on a... assoupli la législation qui permettait de recourir au CDD, à l'intérim, plus on a aussi d'un autre côté mené des politiques publiques qui développent les emplois aidés, eux-mêmes des emplois atypiques, plus on a vu se développer ces emplois qui sont des emplois précaires sans réellement lutter contre le chômage. Et effectivement, pour les jeunes, j'en parlais tout à l'heure, aujourd'hui, seulement 45% des jeunes qui sont en emploi ont un emploi en CDI. Un tiers sont en contrat aidé, et même si on prend les jeunes les moins qualifiés, c'est la moitié qui sont en emploi aidé. Et là, il s'agit souvent de CDD à temps partiel et rémunérés au SMIC. Donc, vous citiez une précarité importante. À l'instant une étude de l'OCDE, vous en parlez, vous y arrêtez dans la note des intérêts. Et il y a ce constat, vous dites on commence des mesures de flexibilité au début des années 90, et puis 10 ans après, l'OCDE fait une étude dans laquelle il y a ce constat, c'est à ça que vous faisiez, Anne Fretel, référence. Dixit l'OCDE, il est encore difficile de déterminer si les réformes structurelles ont induit une régression durable du chômage. C'est ça, donc même côté OCDE, c'est le constat qu'il dresse, qui est terrible. Moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup dans les statistiques, quand on les regarde, c'est 1981, l'essentiel des emplois, donc il y a 30 ans, plus de 30 ans, l'essentiel des emplois créés sont des emplois stables, sous la forme de CDI, et maintenant, de l'ordre de 90%. Or maintenant, dans les flux, c'est-à-dire dans les créations, l'essentiel des emplois, je crois qu'il y a une étude de l'INSEE il n'y a pas très longtemps, montre que 85 ou 86% des emplois créés sont des emplois sous des formes particulières, donc CDD. Donc c'est ça la démonstration. Oui, enfin, il faut quand même mieux raisonner en termes de stock, c'est-à-dire que gardons à l'esprit que le CDI est encore la norme, sauf pour les jeunes de 16 à 25 ans, mais sinon le CDI reste la norme. Mais effectivement, on a vu monter lentement les différentes formes particulières d'emploi, que ce soit les CDD, l'intérim, voilà, toutes les formes d'emploi temporaire, même des formes de travail indépendant aussi.
Et puis, c'est la forme d'emploi peut-être qui a le plus monté, c'est quand même le temps partiel. Hein. Aujourd'hui, 30% des femmes sont à temps partiel. C'est une forme d'emploi qui s'est beaucoup développée dans les années 80 et davantage à la demande des employeurs qu'à la demande et qu'on aidait ou qu'on favorisait, qu'on stimulait tout à la fois la gauche et la droite. Ce sont, en fait, dans la flexibilité, il y a une sorte de politique continue ou des coups de boutoir successifs conduit, c'est ça, par les différents gouvernements, gauche et droite. Oui, là-dessus, c'est ce qu'on met en avant dans la note. Il y a une continuité, une logique, pour le coup, à toujours aller dans la même direction, avec toujours le même argumentaire. Il est temps de réformer en France. Nos voisins européens ont réformé. C'est ce qui, dans les années 90, c'était la victoire du modèle danois. Maintenant, c'est la victoire du modèle allemand. Et donc, il y a toujours un élément de comparaison internationale pour dire la France doit enfin se réformer, aller plus loin sur la flexibilité. Ouais. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui sur notamment la flexibilité des contrats de travail, ce n'est pas une nouveauté, c'est une sorte de surenchère, c'est une sorte de volonté d'accélération pour démanteler encore plus les formes d'emploi pérennes. Alors aujourd'hui, je dirais que le débat, c'est plus sur les niveaux de négociation. C'est-à-dire qu'avec la salve de réformes, de rapports qu'on a eus, ça a commencé avec le rapport Badinter-Lyon-Camp au printemps. Ensuite, il y a eu plusieurs rapports en septembre. Il y a eu le rapport Comprexel notamment, le rapport de Gilles Berset et Barthélémy. Voilà. Et ce qu'ont dit tous ces rapports, et que reprend aujourd'hui le rapport Badinter qui est sorti le 16 janvier, c'est l'idée que, mais à la demande du gouvernement, d'une certaine façon, qui avait dressé la feuille de route, c'est l'idée que le Code du travail prend trop de place, il est trop complexe, trop lourd, et qu'il faut laisser davantage de place à la négociation au niveau des branches et au niveau des entreprises. Alors, le problème que notent bien les juristes, c'est que ça nie un peu la vocation du Code du travail, qui est de protéger les salariés, sachant qu'ils sont dans un lien de subordination avec l'employeur. Voilà. Et plus on décentralise les négociations, notamment au niveau de l'entreprise, et plus ces salariés sont soumis au rapport de force et, je dirais, dans une position de faiblesse dans les négociations avec les employeurs, d'autant plus qu'on est à des niveaux de chômage records. Donc il y a deux critiques. Il y a la critique des juristes, et puis il y a la critique des économistes atterrés, voilà, qui disent mais cette politique ne produit pas les effets escomptés, même elle peut produire l'effet inverse. Alors vous faites la démonstration sur ce premier domaine, la flexibilité des contrats de travail, et puis vous le faites également sur le second volet, l'activation des politiques de l'emploi. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi sur ce second volet sceptique sur les effets des mesures prises ? Je dirais que là, il y a deux choses. D'abord, c'est une tendance très longue qui remonte aux années 80, mais qui a pris des formes variées dans le temps. Et puis, là aussi, ça a été documenté par de nombreuses études. Donc, on sait que ce n'est pas efficace. Alors, je dirais que dans un premier temps, l'activation, ça a pris la forme d'une activation des dépenses pour l'emploi, c'est-à-dire que le discours dominant était, plutôt que de payer un chômeur, eh bien, il vaut mieux subventionner un emploi pour que ce chômeur travaille. Donc, on cherchait à reconvertir les dépenses d'indemnisation du chômage en dépenses qui allaient vers les contrats aidés. Et à l'époque, dans les années 80, le modèle, c'était la Suède, qui avait beaucoup développé ces mesures actives de l'emploi et puis qui avait un taux de chômage très bas, de l'ordre de 2-3%. Déjà, pour être un modèle de politique de l'emploi, il faut avoir un taux de chômage très bas. Donc, la Suède était un modèle dans les années 80. Et puis dans les années 90, il y a eu des discours d'organisations internationales comme l'OCDE qui ont été repris aussi au niveau européen par la stratégie européenne pour l'emploi. Et là, l'idée, c'était qu'il fallait rendre le travail rémunérateur pour inciter les chômeurs, les allocataires de minima sociaux à reprendre un emploi. Et le discours, c'était finalement les indemnités de chômage trop généreuses, ça piège les chômeurs, ça piège les allocataires de minima sociaux dans la pauvreté. Il faut au contraire les inciter à reprendre un emploi. Alors c'est un langage un discours assez compliqué, puisque finalement ça rend les chômeurs et les allocataires de minima sociaux responsables du retour à l'emploi. Et ce type de discours fait comme si
le problème n'était pas l'insuffisance des emplois dans l'économie, mais un problème de volonté des chômeurs, des allocataires de minima sociaux de se remettre à l'emploi. Or, si on compare les emplois vacants au nombre des chômeurs, on voit bien que le compte n'y est pas. Hein. Donc on a plutôt un problème d'insuffisance des emplois dans l'économie. Donc ces mesures-là, qui se sont développées dans les années 90, alors on peut prendre l'exemple du RSA par exemple, qui s'est transformé en prime d'activité, c'est-à-dire que l'idée c'est d'inciter les allocataires du RSA à reprendre un emploi. Aujourd'hui, s'ils reprennent un emploi, ils bénéficient de la prime d'activité qui augmente leurs revenus. Et puis, cette prime d'activité bénéficie aussi aux travailleurs pauvres, comme autrefois le RSA activité, qui ont, disons, une récompense parce qu'ils sont en emploi. Mais le problème, c'est que les évaluations ont montré que la mise en place du RSA, qui a été aujourd'hui remplacée par une mesure identique, la prime d'activité, la mise en place du RSA n'a pas augmenté le taux de retour à l'emploi des allocataires et elle n'a pas non plus réduit le taux de pauvreté. Puis il y a donc le troisième volet de la démonstration, c'est donc les allègements de cotisations sociales et non pas de charges comme terminologie qu'emploie la doxa dominante. Parce que là, c'est une politique très très ancienne, par vagues successives. Vous les rappelez, les premières mesures 93, les dispositifs Aubry et Robien, ou plutôt Robien et Aubry, ensuite le dispositif Fillon, puis ensuite on a toute la vague, la récente, notamment avec le CICE. Et la critique que vous formulez est là légèrement différente. Selon les dispositifs, vous reconnaissez parfois un petit peu d'efficacité, mais vous dites c'est très peu efficace et c'est d'un coût totalement exorbitant. Alors, ce qui est intéressant en plus quand on suit toutes ces générations, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui d'évaluation très précise sur le CICE. On en est vraiment à des premières estimations. Donc vous citez dans l'étude une évaluation de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, et le CESE, voilà. Partielle, et vous dites que les premières indications encore fragiles montrent malgré tout un résultat très très faible. Voilà. Enfin, un impact sur l'emploi. Laisse supposer que l'impact est faible. Mais disons que là où on a une antériorité, c'est sur les mesures de 93 et de 2003. Et là, ce qu'on sait, c'est que... alors, ce qui est intéressant, si on suit un petit peu le fil de ces mesures, c'est qu'après les allègements de cotisations de 93, il y a eu une série d'évaluations. Les premières ont donné des chiffres mirobolants, de l'ordre de pas loin de 500 000 emplois créés en 5 ans, sachant qu'à l'époque, les allègements de cotisations représentaient des sommes bien moindres qu'aujourd'hui. Et puis petit à petit, les évaluations se sont affinées. Et dans la génération des évaluations des allègements Fillon de 2003, donc les allègements Fillon, c'est des allègements qui ont généralisé les allègements Aubry, mais même aux entreprises qui n'étaient pas passées aux 35 heures. Et les évaluations des années 2000, elles ont plutôt montré que finalement, les créations d'emplois semblaient être très modestes. Alors pourquoi est-ce que les évaluations de cette deuxième génération étaient plus modestes? D'une part parce qu'elles tenaient compte du fait que quand on allège des cotisations, il faut quand même financer la protection sociale. Et donc il y a un besoin de financement qui est aussi une ponction sur l'économie. Donc voilà, les cotisations sociales, ce n'est pas simplement pour embêter les employeurs, c'est pour financer la protection sociale. Et donc, quand on tient compte du financement de la protection sociale, le résultat en termes de création d'emplois, il est plus modeste. Et il y a une étude de l'OFCE qui est très intéressante, de Eric Heyer et Mathieu Plane, qui dit... Dans l'Observatoire français des conjonctures économiques. Voilà. Qui montre en 2012 que, donc avant le CICE, qui montre en 2012 que si on tient compte du financement de la protection sociale, on réduit déjà considérablement le volume d'emplois créés, donc de l'ordre de 300 000 emplois créés en 5 ans pour des allègements de cotisations de l'ordre de 20 milliards. Et si on tient compte du fait que les pays voisins en Europe font la même chose que nous, alors là, les créations d'emplois deviennent très très faibles. Et l'un de nos collègues, Antoine Matt, avec qui on a fait une note également l'année dernière, estime que le coût par emploi créé annuel serait de l'ordre de 75 000 €, ce qui est considérable, beaucoup plus qu'un emploi au SMIC.
Et ça, c'est pour des entreprises du secteur privé et pas forcément pour des emplois qui sont utiles à la collectivité. Donc, prix exorbitant pour les finances publiques. Absolument. On ne peut pas considérer menace sur la protection sociale et effet sur l'emploi voilà. excessivement faible. La conclusion, c'est qu'on ne peut pas considérer que les allègements de cotisation soient des instruments de création d'emplois. Ça questionne aussi quand bien même il y aura un effet faible, ça questionne aussi la qualité des emplois créés, parce que les études montrent aussi que ce sont des trappes à bas salaire, c'est-à-dire que l'employeur n'a aucun intérêt à augmenter la rémunération de la personne embauchée s'il veut pouvoir continuer à bénéficier des aides reçues. Et de la même manière, quand Anne évoquait les politiques d'activation, on est dans des logiques d'emploi à tout prix, pour satisfaire aux indicateurs européens de taux d'activité, indépendamment de la question de la qualité de ces emplois. Et les études montrent qu'on est de plus en plus sur de l'emploi à temps partiel subi et sur un sous-emploi qui ne cesse de progresser. En fait, quand vous faites l'examen de ce millefeuille, de ces cascades de mesures, il y a un seul type de réforme sur lequel vous vous montrez moins sévère, c'est les 35 heures. Vous le dites dans le courant de la note, ces politiques qui ont contribué à créer des emplois sans dégrader la compétitivité des entreprises. Est-ce que vous n'êtes pas bien gentil quand on sait le raz-de-marée que les 35 heures ont constitué en termes de flexibilité et de bas salaire? Mais votre jugement est quand même assez positif. Je ne sais pas si c'est en termes de bas salaire que ça a eu des conséquences. De modération salariale. Il y a eu une modération salariale sur le coup, mais il y a eu un petit rattrapage après. Donc, bon, on ne peut pas... Je fais juste une incise, parce que ce n'est pas comme notre débat. Par contre, alors, ce qui est... Bon, on défend les 35 heures parce qu'en termes de coûts comparés aux emplois créés, la balance est quand même favorable et on peut s'étonner que le bilan n'ait pas été défendu par la gauche. Mais par contre, si on les remettait en place, ou si on allait davantage dans le sens d'une réduction du temps de travail, il y a sûrement des leçons à tirer des 35 heures. Parce qu'effectivement, quand on regarde, ce qui est très intéressant avec les 35 heures, c'est qu'elles ont donné lieu à une quantité très grande d'enquêtes auprès des employeurs, auprès des salariés. Et d'ailleurs, les enquêtes auprès des employeurs ont montré globalement que les employeurs considéraient qu'ils avaient créé des emplois à la faveur des 35 heures et qu'ils étaient aussi très nombreux à considérer que ça n'avait pas pesé sur leur compétitivité ou leur rentabilité. Alors, il y avait une petite différence, on leur demandait aussi dans l'enquête s'ils étaient de gauche ou de droite. Il y avait une petite différence entre les employeurs de gauche et de droite, je vous laisse deviner. Voilà, donc on a eu beaucoup d'enquêtes et les enquêtes auprès des salariés, elles ont quand même montré des points noirs. Le point noir, c'est que, alors si on regarde les femmes et puis l'opposition qualifiée, non qualifiée, ceux qui ont été le plus satisfaits des 35 heures, c'est les cadres et les femmes cadres. Parce que eux, ils en ont obtenu que... finalement, les cadres avaient tendance avant à ne pas tellement compter leurs heures. Après les 35 heures, ils ont pu les compter. Et puis eux, ils ont obtenu souvent des formes de flexibilité sur lesquelles ils avaient la maîtrise, des jours de RTT. Et les non qualifiés, par contre, ça a été plus compliqué, en particulier les femmes, parce que précisément, la flexibilité du temps de travail a été accrue avec des formes de flexibilité qui n'étaient pas choisies. Et donc, des délais de prévenance très courts, etc. Et donc, effectivement, ça a accru les contraintes temporelles sur certains salariés, peut-être le stress je du travail. pointais ça, ce débat-là, en termes de conclusion, parce que votre note, en fait, est une sorte d'invitation à rouvrir les champs des possibles. Il y a d'autres pistes possibles. Il y a celle-là que vous laissez en suspens. Puis il y en a une autre aussi que vous pointez en conclusion de la note, qui est... quelles sont les causes du chômage? Peut-être faut-il d'abord s'interroger sur la croissance ralentie, l'effet des politiques d'austérité. Et donc, vous essayez d'inviter à d'autres débats que ceux que véhicule la pensée néolibérale ou la doxa néolibérale. En effet, je pense que c'est un élément qui ressort de la note. On se focalise uniquement sur la notion de marché du travail en étant finalement prisonnier de la vision néoclassique, comme quoi le marché du travail existerait et que tous les ajustements ne se feraient que sur le marché du travail. On réinterroge finalement une logique plus macroéconomique, une logique en termes de circuit. Et donc, le premier élément qui détermine le choix d'embauche d'un employeur, c'est son carnet de commandes. Voilà, nous arrivons au terme de l'émission. La singularité de l'émission, c'est qu'à chaque fois qu'on le pourra, il y aura
une note des atterrés, ce que vous avez fait. Donc ceux qui nous écoutent pourront aussi lire votre note qui est très documentée. Donc ce n'est pas qu'un bavardage, c'est aussi le produit d'un travail. Et puis je signale également les 2 derniers livres des atterrés. Il y a le nouveau manifeste des économistes atterrés qui est sorti il y a quelques mois. Et puis il y a aussi un livre également collectif des atterrés qui est Changer l'Europe. Voilà, merci à toutes les deux. Et puis d'ici quelques semaines, rendez-vous pour une nouvelle émission en partenariat Mediapart, les économistes atterrés. Merci.